Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette conférence « La science face à l'urgence » co-organisée par The Conversation France et l'Agence universitaire de la francophonie. D'ailleurs, merci à eux pour leur accueil. Alors, je m'appelle Benoît Tonson et je suis journaliste scientifique pour le site The Conversation qui publie des articles universitaires et notamment de nos deux conférenciers que je vais vous présenter dans une minute. Alors, j'aurai le plaisir d'animer cette conférence qui va durer environ 1 heure. Sachant qu'elle sera enregistrée, vous pourrez la revoir sur la chaîne YouTube de l'AUF. Je vous invite, donc moi j'aurai le plaisir notamment de relayer vos questions, que je vous invite d'ores à présent à écrire avec le bouton « Poser une question » qui se situe à droite de votre écran. Donc merci à Caroline Nourry, notre directrice qui s'occupe de la modération, et à Katinka Berny de l'AUF en charge de la technique pour nous permettre d'avoir de bonnes connexions de direct. Donc, dans cette conférence, nous allons réfléchir à comment la science peut réagir face à l'urgence du Covid-19. Le temps de la science est-il compatible avec celui de l'urgence sanitaire? Les scientifiques doivent s'adapter pour trouver des médicaments et des vaccins le plus vite possible, mais que veut dire vite pour la science? En effet, depuis l'apparition de la maladie en fin d'année dernière, toujours aucun médicament vraiment efficace et la production d'un vaccin n'est pas prévue avant de nombreux mois, voire années. Ce sera l'occasion de se demander quels sont les facteurs limitant la recherche et la production rapide de solutions. Doit-on s'affranchir de certaines pratiques en temps de pandémie? Et donc, pour nous aider à y voir plus clair, nous avons la chance d'avoir deux universitaires et auteurs de différents articles sur notre site que je vous inviterai à découvrir après la conférence. Donc, Éric Muraille, bonjour et merci pour votre participation. Vous êtes biologiste, immunologiste et maître de conférence FNRS à l'Université libre de Bruxelles. Et Alexandre Roquet, bonjour et merci également de vous joindre à nous. Vous êtes enseignant-chercheur en histoire des sciences. Vous vous intéressez particulièrement aux questions d'ouverture de la science. Alors, on va démarrer avec une question pour Éric Muraille. Rebonjour. Bonjour à tous. Finalement, pour comprendre comment la science fonctionne face à l'urgence, il est important d'expliquer la situation normale. Donc, par exemple, pour vous, entre une idée ou une intuition qui germe dans votre cerveau et la publication des résultats, combien de temps s'écoule environ? Alors, il existe une très grande diversité d'études avec des contraintes qui sont très variables. Donc, moi, mon travail est essentiellement expérimental et j'utilise des modèles animaux pour étudier la relation hôte-pathogène, ce qui implique déjà des contraintes spécifiques quand on travaille avec les animaux. Mais je crois qu'on peut dire qu'entre l'idée et la publication, en général, il y a un temps considérable qui s'écoule. Donc, la première chose, c'est d'obtenir un financement. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne faites pas de recherche. Donc, il faut écrire un projet, que le projet soit accepté, qu'on reçoive le financement sur un compte. Généralement, ça prend facilement 1 an. Il faut également des gens pour réaliser des expériences. Donc, il faut recruter, former des étudiants qui vont réaliser des expériences. Donc, si je prends le cas de la Belgique, par exemple, c'est un peu particulier. Il y a très peu de techniciens dans les laboratoires, et donc la majorité des expériences sont réalisées par des étudiants en thèse. Ça veut dire qu'il faut les former. Donc, pour réaliser les expériences proprement dites, là, c'est très variable, évidemment, en fonction du projet, mais en ce qui me concerne, c'est souvent entre 1 et 4 ans d'expérience pour une seule publication. Et enfin, il faut rédiger, soumettre l'article, article qui va être soumis à un processus de peer review, ça on en parlera plus tard, et qui sera enfin accepté et publié sur un site. Et donc, pour la partie rédaction, publication, il faut facilement compter entre 6 mois et 1 an. Donc, si je prends l'exemple d'un de mes derniers projets, les expériences avaient débuté en 2014 et au final, l'article a été publié en juillet 2019. Donc, c'est un total à peu près de 5 ans, ce qui est une moyenne pour ce que je fais en général. D'accord, merci, merci beaucoup pour cette première réponse. Pardon. Donc, c'est vrai qu'en biologie, tout prend beaucoup de temps. Vous, Alexandre Roquet, donc, qui êtes historien des sciences, au niveau de la publication scientifique, comment cela se passe pour un chercheur en situation, je dirais, normale? Et deuxième question, lors de cette crise, on a pu observer énormément d'articles en version libre. Qu'est-ce que cela signifie? Bonjour. Bon, alors, effectivement, la première chose à dire pour un historien des sciences, c'est que les sciences, elles sont multiples, avec des traditions très variables d'un domaine à l'autre, et que les communautés scientifiques, elles s'organisent en sociétés savantes autour d'un domaine, d'une certaine façon de faire de la science. Donc, je simplifie, mais une revue, c'est en quelque sorte l'organe officiel de cette communauté.
Et après avoir fait votre étude, que Eric vient de décrire, ben vous allez choisir une revue où soumettre votre manuscrit. Et il y a un scientifique qui est responsable de la revue qui va accueillir réception, qui va trouver 2 rapporteurs, c'est-à-dire des collègues de cette communauté, si possible anonymement, qui vont rédiger un rapport, donner leur avis, et le responsable, il va confirmer ou pas, et ça prend des mois, voire des années. Et la deuxième chose, pour répondre à votre question, c'est que les revues, c'est aussi un business, c'est-à-dire qu'elles sont éditées par des gros éditeurs qui sont critiqués pour leur marge énorme, puisqu'en gros, ils publient un contenu qui leur coûte quasiment rien et qu'ils le revendent très cher aux bibliothèques. Donc une des conséquences, c'est que quasiment personne n'a accès à la littérature scientifique, et même les scientifiques eux-mêmes parfois. Donc beaucoup de scientifiques s'en accommodent, puisque ce qui compte pour eux, c'est d'être publié, pas vraiment d'être lu. Mais la contestation de plus en plus grande depuis 20 ans, et un mouvement qui se réclame de l'accès ouvert, et réclame l'accès aux publications pour tous. Et ce qui freine le mouvement, c'est le prestige des revues. Les travaux sont jugés plus sur la revue dans laquelle ils paraissent que sur leur contenu eux-mêmes. Donc les revues les plus prestigieuses sont logiquement les plus conservatrices. Et pour répondre à la dernière partie de votre question, ben, le mouvement de l'accès ouvert, il revendique particulièrement en temps de crise que tout le monde devrait savoir ce qui se passe dans la science. Donc en particulier avec la crise du Covid, ben, il y a de plus en plus de contestations vis-à-vis de l'accès aux publications. D'accord, merci beaucoup. Je vais maintenant repasser la parole à Éric Muraille. Maintenant qu'on a compris un petit peu comment on construit le savoir scientifique de l'idée jusqu'à la publication, vous, de votre point de vue de biologiste, d'immunologiste qui pourrait travailler sur le Covid, peut-on vraiment accélérer les choses? Y a-t-il des contraintes qui sont vraiment inextricables dans la construction du savoir? Oui, alors, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à la question précédente. Donc, ici, on est un petit peu trop dans l'idée que le savoir, c'est juste une publication. Donc, je veux vraiment insister sur le fait que progresser dans un domaine, donc mieux comprendre un phénomène quel qu'il soit, généralement, ça prend facilement 5-10 ans et ça monopolise souvent un grand nombre d'équipes qui vont publier un grand nombre d'articles. Donc, il y a rarement des avancées majeures qui sont liées à une seule publication. Il faut un petit peu sortir, je dirais, de cette optique-là. Une publication, ça ferait une espèce de saut de connaissances. C'est vraiment une progression qui est liée au travail d'un grand nombre d'équipes en parallèle. Alors, concernant l'accélération, on peut accélérer certaines choses. Donc, dans ce que j'ai décrit précédemment, on peut par exemple accélérer l'obtention des financements. On peut également accélérer la mise à disposition des données scientifiques et des articles. Ça, c'est relativement facile. Donc, par exemple, actuellement, pour le Covid-19, il y a des procédures accélérées de financement, où donc on va mettre peut-être 2 mois pour obtenir un financement au lieu de mettre une année, et où on aura également la création, par exemple, de forums pour déposer les articles scientifiques dès qu'ils sont acceptés ou même avant leur acceptation. De très nombreux sites d'articles, enfin de journaux scientifiques ont par exemple fait des catégories spéciales où les articles sont déposés avant même le reviewing. Donc c'est clairement indiqué, l'article n'a pas été reviewé, n'a pas été vérifié par les pairs, mais les données sont accessibles. Donc je dirais le financement peut être plus rapide, l'accès aux données peut être plus rapide. Par contre, ce qui est très, très, très difficile à augmenter, c'est toute la partie, en fait, formation des individus et réalisation des expériences. Parce qu'on pourrait naïvement penser qu'il suffit de mettre beaucoup d'argent sur la table et que les choses vont se faire très vite, mais vous ne pouvez pas former des gens comme ça en un claquement de doigts. Ça prend souvent des mois, voire des années pour former quelqu'un à certaines pratiques. Et il faut également disposer des machines pour réaliser toute une série d'expériences. Donc, si je commande, par exemple, un microscope aujourd'hui, en plus, dans le contexte de crise actuelle qui empêche les gens de se déplacer, les livraisons internationales de se faire, ça peut prendre 6 mois, 1 an pour avoir le microscope qui est fonctionnel. Et c'est valable pour toute une série de machines. Donc, il y a une partie qu'on peut effectivement accélérer, le financement, la diffusion des informations, mais je pense que la réalisation des expériences, je dirais le core process de la recherche fondamentale est très, très difficile à accélérer. On peut l'accélérer si on prévoit très, très, très en amont, et donc on augmente alors fortement les infrastructures, qu'on forme de plus en plus de gens.
Mais dans l'urgence, c'est très très difficile d'accélérer ce genre de choses. D'accord, merci beaucoup. Mais pourtant, là, pour aller plus loin, je pense que je vais vous laisser la parole encore. Moi, en tant que journaliste scientifique, j'ai vu des centaines de publications sur le Covid, là, depuis le mois de décembre. Donc, comment ces personnes ont-elles pu faire pour publier si rapidement? Alors, il y a différents types de publications. Donc, il y a ce qu'on appelle notamment les publications qui sont liées à des études cliniques et les publications qui sont plus expérimentales, qui peuvent être réalisées in vitro ou in vivo. Donc, par exemple, si vous voulez travailler, je parle là plus concrètement, si vous voulez travailler sur le Covid-19 sur des animaux, vous devez disposer de souris qui ont été humanisées pour le récepteur pour ce virus. Donc, il faut se procurer ces souris. Il faut les élever pour en disposer suffisamment. Donc ça prend des semaines, voire des mois. Alors, si par contre vous voulez travailler in vitro, là, ça va beaucoup plus vite. Vous pouvez avoir le virus, vous avez des cellules, vous pouvez infecter ces cellules, ça peut être quasiment fait en quelques semaines et vous pouvez produire déjà des résultats intéressants, publiables en 2-3 mois. C'est ce qu'on a beaucoup assisté, je dirais, à ce genre de publications. Il y a également les publications de type clinique, donc ce sont des suivis de personnes infectées. Et donc, par exemple, on sait que l'infection dure à peu près un mois, on a le développement d'une immunité en un mois et demi. En 2 mois, globalement, on peut déjà collecter des données et les publier sur le devenir, je dirais, des gens infectés, identifier, par exemple, les personnes à risque dans des premières études et ainsi de suite. Mais par exemple, juste pour vous donner un exemple plus concret, si vous posez la question combien de temps dure l'immunité au Covid-19, c'est une question fondamentale qui revient dans les médias. Mais ce temps-là est incompressible. Parce que pour savoir combien de temps ça dure, il faut regarder à 6 mois, à 1 an après une infection naturelle. Et donc là, vous êtes condamné à avoir un recul d'1 an, parfois 2 ans, 3 ans pour publier ce genre d'études. Donc on a eu, je pense, une multiplication des petites études rapides, in vitro ou des études cliniques avec relativement peu de cas, ce qui effectivement donne l'impression qu'on a une multiplication des études, une accélération de la recherche. Je crois qu'on a eu une accélération de la publication, je vais dire, d'études mineures, pas au sens péjoratif, mais au sens où, dans des circonstances normales, je pense que les chercheurs auraient attendu pour publier d'avoir plus de cas, d'avoir plus de recul pour accumuler ces résultats avec d'autres résultats. Mais ici, étant donné que ça répondait déjà à des questions intéressantes, il y a eu une volonté des chercheurs et des journaux de publier déjà rapidement ces données. D'accord, merci. Et, Alexandre Oquet, pour vous, quels sont les risques d'aller très vite, voire trop vite, ou de publier sans revue par les pairs? Oui, alors effectivement, je comptais justement rebondir sur ce que disait Eric à propos de la prépublication. Pour répondre à votre question précédente, le fait qu'on ait beaucoup en cette période de crise de publication, beaucoup de, comment dire, non seulement de publication, mais aussi d'accès à des travaux qui ont été très récents, c'est que et c'est quelque chose que, grâce à la crise, le grand public découvre, c'est que le fait d'utiliser la prépublication, c'est-à-dire s'affranchir du temps parfois long de processus de publication que j'ai décrit précédemment, on met à disposition du public son manuscrit avant même qu'il soit vu par les rapporteurs, accepté, etc. Et cette prépublication, forcément, elle accélère le rythme de mise à disposition. Et pour répondre à votre question cette question-ci, effectivement, on vit une situation exceptionnelle en ce moment et qu'une crise sanitaire, pour une science comme la médecine ou les sciences de la vie en général, qui sont à la fois directement liées à des problèmes de société particulièrement importants et aussi des sciences particulièrement médiatiques, alors forcément le temps de la science, il est sommé d'accélérer par la pression de la société aussi, quoi. Donc c'est un excellent exemple pour montrer que la science, elle n'est pas dans une tour d'ivoire en dehors de la société. En situation d'urgence, certains choisissent de foncer. Donc, du coup, de ce point de vue, la première chose, c'est que les prépublications, il est notoire qu'il y a eu une brusque
comment dire ça, montée en puissance du principe de fournir, pour la part des chercheurs, un accès à leurs publications avant même qu'elles soient publiées, depuis quelques mois. Et la deuxième chose, c'est que foncer, ça veut dire aussi, pour certains, bouleverser les normes traditionnelles que Eric vient de décrire, et que, donc, la répétition, les groupes de contrôle, la prise de recul sur les biais possibles, et l'argument, d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire sur la façon de faire de la science, c'est que dans ce cas-là, les gens considèrent que c'est plus important d'être pertinent que d'être effectivement robuste ou fiable. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de prometteur plutôt que est-ce que le résultat est effectivement dans les normes admises. Et la deuxième chose qui pose problème, c'est que la médiatisation de la science en tant que contrainte, elle peut être aussi vécue comme une opportunité de la part de scientifiques. C'est que la médiatisation, c'est aussi quelque chose sur lequel un scientifique peut jouer. Et ça bouleverse d'autres normes scientifiques, comme par exemple la question du désintéressement, etc. D'ailleurs, pour rester avec vous et sur votre point de vue d'historien des sciences, est-ce que cette situation aurait on pourrait faire un parallèle avec une autre crise sanitaire? Je peux penser au VIH, au SRAS. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, l'histoire du sida, en histoire des sciences, c'est vraiment un exemple qui est fondateur pour les rapports entre sciences et société. C'est un des premiers exemples, c'est pas un des premiers, mais c'est en tout cas médiatiquement le plus fort en ce qui concerne la remise en cause de savoir scientifique par des gens qui ne sont pas dans la communauté. Par exemple, les organisations de patients, etc. Et ce qui a impliqué des changements, des bouleversements dans la relation entre scientifiques et patients, par exemple. Un autre exemple, c'est aussi la pilule. Là, on passe des années 80 aux années 60-70, mais du point de vue de la remise en cause de l'autorité de la norme scientifique, c'est par les mouvements féministes et des conséquences de la pilule sur le corps de la femme, par exemple. C'est quelque chose qui a été critiqué par des gens qui sont non experts. Et de ce point de vue-là, il faut effectivement une crise, quelque chose d'important pour que soit remis en cause, pour que soit bouleversée des communautés scientifiques établies. Ça ne veut pas dire que la communauté scientifique avait forcément tort ou quelque chose, ça veut dire qu'il se passe quelque chose qui bouleverse la situation établie. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, merci. Là, je commence à recevoir beaucoup de questions sur le vaccin, évidemment. Donc, Éric Muraille, vous, en tant que biologiste, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur notamment les principales étapes qu'il faudrait avoir? Est-ce qu'on peut déjà parler de délai, de faisabilité? Votre micro est coupé, Éric. Excusez-moi. Donc ici, il faut vraiment faire la différence entre produire un vaccin contre un nouvel agent pathogène dont on ne connaît pas grand-chose et produire un vaccin contre une variante d'un pathogène bien connu. Donc je prendrai l'exemple d'influenza plus tard. Donc si je schématise pour un vaccin standard, la toute première grande phase, c'est ce qu'on appelle la phase R&D, recherche et développement. Donc on a toute une phase de recherche fondamentale où en fait on doit mieux comprendre l'agent pathogène, il faut déjà l'identifier, comprendre comment il fonctionne, ce qu'il induit. Bien souvent ça nécessite de développer ce qu'on appelle un modèle animal qui va reproduire entre guillemets une partie de la pathologie qu'on observe chez l'humain. Et ensuite on va produire ce qu'on appelle un vaccin expérimental qui sera utilisable généralement dans un premier temps chez l'animal. Donc c'est ce qu'on appelle les tests précliniques. Alors, toute cette phase-là, en fait, si vous connaissez déjà l'agent pathogène de longue date, on peut s'en passer. Vis-à-vis d'un nouvel agent pathogène comme le SARS-CoV-2, malheureusement, il faut accumuler déjà une série de données et développer des vaccins expérimentaux, les tester chez l'animal et ainsi de suite.
Alors, quand cette phase est terminée et qu'on a un vaccin expérimental de disponible, il y a ce qu'on appelle la phase clinique. Donc, ce sont des tests cliniques qui sont légalement requis pour disposer de ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Il n'y a aucun vaccin qui est mis sur le marché sans que ces tests aient été réalisés. Donc, il y a 3 niveaux de phase clinique. C'est intéressant de bien comprendre cette partie-là. Donc, on a une première phase qui est réalisée sur très peu d'individus. On va injecter le vaccin à 50, 60 personnes. Et là, on va simplement essayer de tester l'innocuité du vaccin. Donc, identifier simplement s'il y a des effets secondaires. On ne se soucie pas de la protection et de ce genre de choses. Après qu'on ait vérifié qu'il n'y a aucun problème de toxicité du vaccin, en phase 2, on va revérifier l'innocuité et vérifier l'induction d'une réponse immunitaire sur un peu plus d'individus. Donc, typiquement entre 200 et 500 individus. Donc là, on va vérifier pas si le vaccin induit une protection, mais simplement si le vaccin induit ce qu'on appelle des marqueurs de réponse immunitaire. Donc, par exemple, on va voir si le vaccin induit la production d'anticorps, par exemple. Et enfin, on a la 3e phase, qui est généralement la plus médiatisée, phase 3, qui est le test d'efficacité, donc test de protection, qui va être fait sur beaucoup plus d'individus, généralement 5 000, 10 000 individus au minimum, voire plus. Et donc, dans cette phase, typiquement, on va injecter soit un placebo, soit le vaccin censé être efficace à des populations hétérogènes, en nature, donc qui vont être librement, naturellement exposées à l'agent pathogène. Et on va observer, après un certain délai, le nombre d'individus qui auront été infectés, le nombre d'individus qui auront été protégés. Donc, ça permet déjà bien ici de comprendre que toutes ces phases où on va injecter le vaccin à une population, où on va suivre cette population dans le temps, ça prend beaucoup de temps. Donc, les tests en phase clinique prennent plusieurs années. Donc, en moyenne, à l'heure actuelle, c'est vraiment une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, il y a des tas de cas particuliers, pour la production d'un vaccin, en prenant la phase recherche et la phase clinique, on en est généralement à 7 ans, en moyenne. Et on a encore la dernière phase, une fois que la phase clinique a été validée, c'est la production industrielle du vaccin. Donc il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, on est quand même sur une planète de plus de 7 milliards d'habitants. Donc si on donne un vaccin, par exemple, au niveau européen, on est face à 500 millions d'individus, par exemple, à vacciner. Donc dans beaucoup de cas, pour réussir cette phase de production industrielle, ça implique plusieurs mois, entre guillemets, voire parfois une année, pour disposer de stocks de vaccins suffisants pour des campagnes de vaccination de masse. Donc tout ça prend beaucoup de temps, et donc ça explique que la production d'un vaccin, ou en tout cas même la possibilité d'utiliser un vaccin lors de crises aiguës comme le Covid-19, finalement c'est pas très adapté, je dirais, en réaction, je dirais, à une crise. On ne peut généralement pas imaginer disposer d'un vaccin pour faire face à une épidémie, en tout cas émergente. À l'heure actuelle, les épidémies disséminent très vite. On l'a vu dans tout le XXIe siècle, on a eu 3-4 épidémies qui ont été emblématiques. Dans chaque cas, entre 2 et 6 mois, en 2 et 6 mois à peu près, on a eu une dissémination quasiment mondiale de ces agents pathogènes. Et ce laps de temps est tout à fait insuffisant pour espérer pouvoir développer un vaccin et pouvoir faire face à l'épidémie avec un vaccin. Donc on est systématiquement obligé d'utiliser soit l'arsenal thérapeutique déjà existant, soit, comme on l'a fait ici, puisqu'on n'avait pas de traitement spécifique pour le Covid-19, on a dû se rabattre sur des mesures de distanciation sociale et réduire en fait la dissémination naturelle du virus. D'accord, mais ce qui peut être un petit peu étonnant pour le grand public, c'est que chaque année, on arrive à produire un vaccin contre la grippe tous les ans. Donc, comment on peut mettre ça en parallèle? Alors, il faut bien comprendre que ce que fait un vaccin, dans la majorité des cas, c'est copier la capacité du système immunitaire à développer naturellement une immunité face à une infection. Et donc, l'être humain est infecté par à peu près 1400 agents pathogènes en moyenne. Il y en a 1400 différents qui ont été identifiés. Donc, il y a des agents pathogènes, comme par exemple le virus de la grippe, le virus influenza, qui induisent une très bonne immunité. Donc, si vous êtes infecté naturellement, sans vaccin, par le virus influenza, vous allez développer une immunité. Il y a énormément d'autres agents pathogènes, et je vais prendre le plus emblématique, c'est le HIV. Vous êtes infecté, vous ne développez pas une immunité. La malaria, c'est la même chose.
on a très peu de développement, on a très peu de développement d'une immunité protectrice, par exemple, vis-à-vis de l'agent de la malaria. Donc, dans ces cas-là, globalement, il faudrait arriver à inventer une immunité qui n'existe pas naturellement. Il faudrait véritablement la construire. Et ça, globalement, c'est un processus qui prend énormément de temps et qu'on a réussi, je dirais, dans très peu de cas, en fait. À l'heure actuelle, après plus de 50 ans d'expérience, on arrive enfin peut-être à développer un vaccin qui serait efficace contre la malaria, et encore qui aurait une efficacité relativement restreinte par rapport à d'autres vaccins. Donc, il y a déjà ce premier problème, c'est certains agents pathogènes ont des contraintes spécifiques, notamment par exemple le HIV détruit le système immunitaire, et donc ça peut empêcher la production d'un vaccin. Alors, si on prend par exemple les coronavirus, on sait par rapport aux autres coronavirus, donc les 4 coronavirus non pathogènes, ou bien les études qui ont été faites avec les 2 précédents coronavirus pathogènes, qu'ils induisent une immunité qui est modérée, qui a l'air d'être réduite dans le temps, donc pas une immunité qui serait en tout cas d'aussi bonne qualité qu'avec l'influenza. Donc d'office, si on part déjà d'une immunité naturelle faible, arriver à exploiter, à reproduire cette immunité, peut-être à l'améliorer, ça prendra forcément du temps. Alors pour répondre vraiment spécifiquement à votre question, dans le cas des vaccins influenza, c'est un des rares vaccins où on peut pratiquement chaque année produire rapidement un nouveau vaccin. C'est principalement... On rappelle, influenza, c'est le nom du virus responsable de la grippe. C'est le virus responsable des grippes saisonnières. Et donc, c'est un virus, en fait, qui a une capacité de changer ses antigènes principaux très rapide. Mais globalement, le virus reste plus ou moins le même chaque année. Il change, en fait, uniquement certains déterminants antigéniques. Donc, si je veux vraiment schématiser pour éviter de ne pas perdre les gens, globalement, c'est toujours le même vaccin, simplement on change la composition de quelques antigènes. Et donc, on ne doit pas revalider de A à Z par test clinique ce type de vaccin. Je vais encore prendre juste un dernier exemple. Si on prend par exemple Ebola, donc il y a eu une grande crise en Afrique récemment avec une épidémie d'Ebola massive qui a quand même fait craindre pour l'Europe et donc qui a amené à une accélération du processus de développement de vaccins. Ben, par exemple, pour Ebola, on a décidé, cas quand même assez exceptionnel, de fusionner les phases 1 et les phases 2 de tests cliniques pour gagner du temps. Ça a permis de gagner plus d'une année. Pourquoi est-ce qu'on a pu le faire? Parce qu'en fait, on a utilisé un autre vaccin comme base. Donc, on utilisait ce qu'on appelle un vecteur viral, qui était bien connu, qui avait déjà été testé, et dans lequel on a simplement rajouté des antigènes d'Ebola. Donc, il existe des possibilités d'accélérer la production de vaccins. Mais à ma connaissance, les seuls cas où on peut vraiment accélérer ça de manière significative, c'est quand on peut se baser par similarité sur un autre vaccin. Dans le cas ici des coronavirus, malheureusement, par rapport au premier SARS qui est apparu en 2003, on n'a toujours pas réussi à développer un vaccin contre le tout premier SARS-CoV-1 en 17 ans de recherche. Donc, on n'est quand même pas dans une situation équivalente à la grippe où on produit des vaccins, je dirais, quasi régulièrement depuis, je ne sais pas, une vingtaine ou une trentaine d'années. Je n'ai même pas pris le compte. Donc, on a une somme de connaissances en termes de recherche fondamentale qui est très différente. Et donc, c'est ça qui va peser sur le mécanisme de production en tant que tel. D'accord, merci beaucoup, c'était très clair. Pour revenir sur les questions de sciences ouvertes, Alexandre Oquet, on a parlé de la publication ouverte, mais c'est vrai que ça va plus loin que ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer même un vaccin ouvert finalement, disponible pour tous, en médicaments? Alors, pour ce qui est du médicament ou du vaccin, là, moi, ça sort de mon domaine de compétences, mais donc, du coup, je ne me prononcerai pas sur... ensuite, il faudra se poser la question des rapports avec l'industrie pharmaceutique, et bon, c'est un peu, comment dire ça, alors, ensuite, un vaccin, c'est quelque chose qui se vend, hein, donc, voilà, je laisserai peut-être Eric parler de ça, il s'y connaît sûrement mieux que moi. Je dirais... Un autre aspect d'ouverture qui est intéressant pour rester dans le domaine de la publication, c'est que ce qui est nouveau par rapport à il y a encore quelques années et ce qui est particulièrement accéléré en ce moment en temps de crise, c'est le fait, c'est la critique des publications.
au sens où une forme d'ouverture, c'est de laisser pas seulement les collègues critiquer ceux qui vont être en charge du rapport de votre article, faire la critique de votre étude, mais d'élargir le champ des critiques. Et en l'occurrence, ce qui existe, c'est la possibilité, avec des plateformes web, tout simplement d'ouvrir des forums dans lesquels tout le monde, et tout le monde c'est n'importe qui, peut donner son avis sur une publication. Ça a beaucoup d'avantages et aussi beaucoup d'inconvénients. C'est une façon différente d'être ouverte, au sens où on a plus seulement la possibilité de lire, on a aussi la possibilité de critiquer. Et c'est assez connu que les publications scientifiques, elles sont lues par pas beaucoup de monde en général, mais l'avantage, si je peux dire, de cette crise, sur la crise actuelle, c'est que la situation de panique fait que, effectivement, d'une publication sur un traitement prometteur contre le Covid va attirer beaucoup d'attention, beaucoup de lectorat et aussi beaucoup de critiques. Donc, du coup, bon, évidemment, je fais allusion aux publications sur l'hydroxychloroquine. Vous avez ce qui est nouveau, une publication qui a été particulièrement rapide à sortir, et une publication qui a été particulièrement rapide à être critiquée. Pendant tout le mois de mars, et ce qui est nouveau aussi, c'est qu'au lieu d'être critiqué par des collègues qui sont dans les mêmes thématiques, des virologues, ils sont critiqués par des gens de tas d'horizons différents, des statisticiens, sur la question de l'éthique de l'étude, sur la question de la méthodologie médicale, sur la question statistique dans le traitement, mais aussi dans la réutilisation, c'est-à-dire que, et c'est une autre forme d'ouverture, cette publication, elle a donné accès à ces données, donc des gens ont pu extraire les données et refaire une autre publication avec, c'est-à-dire un nouveau traitement des données, nouvelles courbes, nouveaux graphes, nouvelles conclusions. Et ça, ce que la crise du coronavirus permet, c'est l'augmentation du nombre de gens concernés par un article. Donc c'est une forme d'ouverture qui du coup échappe, qui est plus seulement dans la question de l'accès à l'information, mais dans la critique de l'information, ce qui rejoint un peu la question que vous posiez tout à l'heure à propos de l'histoire du sida, et j'ai aussi, du coup, moi, embrayé sur l'histoire de la pilule, c'est qu'il y a une forme en anglais on dit empowerment, mais comment dire, d'ouverture de possibilités d'interaction avec la communauté scientifique, ou d'une communauté scientifique à l'autre. Du coup, ça ne répond pas exactement à votre question, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des formes d'ouverture qui sont nouvelles à l'échelle de quelques années et particulièrement nouvelles à l'échelle de la crise actuelle, au sens où elles prennent leur sens. D'accord, oui, c'est très clair. Et justement, là, peut-être, je vais poser une dernière question à tous les deux et après, on essaiera de répondre aux questions nombreuses des téléspectateurs. Merci d'ailleurs. C'est vrai qu'on parle souvent du monde d'après dans les médias. Est-ce que vous voyez un monde d'après dans la recherche, en fait, finalement, peut-être Alexandre sur le côté plus d'ouverture, peut-être vous, Eric, sur le côté, je ne sais pas, plus de financement, plus d'écoute du scientifique par le politique? Je laisserai peut-être Alexandre en premier, puis Eric, si vous voulez répondre. Oui, alors dans la continuité de ce que je viens de dire, moi c'est certain que de ce point de vue, la crise actuelle, non seulement elle bouleverse la façon de faire, mais elle transforme profondément parce qu'on se rend compte de ce qu'on peut imaginer faire. C'est-à-dire que la plateforme en question dont je parlais, qui s'appelle PubPeer, qui est juste une plateforme web organisée en forum de discussion, et n'importe qui peut commenter n'importe quel article en se référant à son identifiant numérique et ouvrir un fil de discussion, et les auteurs sont invités à répondre.
bon, en particulier, enfin, dans certaines situations, ça provoque beaucoup de tensions. Et en ce sens, c'est quelque chose qui ne plaît pas forcément à la communauté scientifique, ou particulièrement aux institutions scientifiques. Donc, il y a... Ce qui est intéressant pour moi en tant qu'historien des sciences, c'est que ouvert, ce n'est pas forcément gentil, d'un certain point de vue, c'est-à-dire que par exemple, les institutions scientifiques sont contentes de promouvoir une science ouverte au sens où elles voudraient que tout le monde puisse pouvoir lire les articles scientifiques, mais quand il s'agit ensuite de les critiquer, c'est moins évident que les institutions scientifiques soient favorables à plus d'ouverture. D'accord. Et vous, Eric, qu'est-ce que vous pouvez penser du monde d'après de la recherche? Oui, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Donc, en matière de financement, il ne faut pas oublier que cette crise a coûté très, très, très cher. Vraisemblablement, tout le monde dit qu'elle a coûté beaucoup plus cher que la crise de 2008, la crise financière. Donc, je m'étais intéressé à l'impact de la crise de 2008 sur les financements de la recherche fondamentale et de toute une série de services publics. Ça a fait ça. Donc, je dirais, il faut quand même pas trop rêver. Il y aura sans doute, comme pour chacune des crises, des fonds spécifiques qui seront alloués aux études pour les coronavirus, pour le Covid-19 spécifiquement. Et moi, j'ai bien peur qu'on fasse le même genre d'erreur qu'on a déjà fait très régulièrement. Donc, le politique a une vision souvent à quelques années, 5 ans grand maximum. Comme j'ai essayé de l'expliquer, l'acquisition de nouveaux concepts, leur validation, ça prend très longtemps. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, du SARS-CoV-1, qui avait quand même fait très peur en 2003, je rappelle que lui, il avait 10% de mortalité, donc c'était quand même... ici, on estime qu'on est à 0,5% de mortalité maintenant avec le SARS-CoV-2, donc on est quand même face à une bestiole qui était 20 fois plus mortelle. Il y a eu beaucoup de financements, et puis en fait, ces financements se sont effondrés après 5-6 ans. Donc, il y a beaucoup d'études de groupes qui se sont lancés là-dedans. On a augmenté, je dirais, les échelles en termes d'études. Et puis, il n'y a plus rien eu. Donc, les groupes se sont dissous ou bien ils ont commencé à fonctionner avec beaucoup moins de moyens. Et quelque part, ça n'a pas vraiment changé les choses. Et en fait, une crise chasse l'autre. Et comme de toute façon, généralement, l'enveloppe pour la recherche fondamentale, pour l'enseignement supérieur, c'est une enveloppe qui est fermée. Si vous prenez pour l'un, vous enlevez à l'autre. Et donc, à l'heure actuelle, on est peut-être en train de prendre de l'argent qui était pour la recherche en cancéro, pour la recherche sur les allergies, et on la met sur le Covid-19. Après, quand on ne parlera plus du Covid-19, on va rapatrier ce fric-là sur la recherche cancéro, sur l'Alzheimer, et ainsi de suite. Donc, au niveau financement, je peux toujours espérer, moi, en tant que chercheur, qu'il y ait globalement des enveloppes qui s'ouvrent, mais honnêtement, je n'y crois pas trop, étant donné que les États vont entrer dans sans doute une phase où ils devront beaucoup emprunter pour se financer et où on aura des exigences de rentabilité. Donc ça, c'est pour le financement. Alors pour la partie communication, je pense qu'indépendamment de cette crise-ci, il y avait déjà eu une grosse évolution des moyens de communiquer. Donc par exemple, depuis plusieurs années, l'Union européenne et la plupart des universités recommandent de publier dans des journaux qui sont en libre accès. Donc, où n'importe qui, je dirais, peut se connecter indépendamment d'un abonnement pour consulter. Donc, par exemple, dans mon domaine, il y a ce qu'on appelle les revues PLOS, les revues Frontiers, et ainsi de suite, qui permettent de mettre un article online et de le laisser en libre accès. Alors ça, c'est une première avancée majeure, et on n'a pas attendu le Covid-19 pour aller là-dedans. Il y a également un autre développement qui était intéressant, c'est par exemple le fait d'avoir un peer reviewing qui est transparent. Donc, ça se traduit par le fait que sur le site où vous avez l'article, qui est en libre accès, vous avez également accès aux échanges qu'il y a eu entre les reviewers et les chercheurs, avec généralement aussi une absence d'anonymat pour les reviewers. Donc ça, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus de transparence, ça permet de voir ce qui a été demandé en supplément, ce qui a été critiqué dans l'article, et ainsi de suite. Alors, ce qui est vrai, c'est que la critique ouverte à tous pendant la phase de reviewing, ça reste encore relativement rare. Je ne suis pas absolument certain, quant à moi avec mon expérience, que c'est forcément une bonne chose qu'on généralise ça à tout.
Je pense que c'est peut-être bien pour certains domaines, notamment les domaines qui ont beaucoup d'intérêt et où justement il faut prendre des décisions rapides, donc il y a alors une série de checks par un maximum de gens possible. Maintenant, généraliser ça à toute la production scientifique, personnellement, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. Parce que comme je l'ai dit, il y a quand même un gros niveau de compétence qui est nécessaire pour comprendre les travaux scientifiques. Je ne suis vraiment pas d'accord de dire que n'importe qui peut... tout le monde peut donner un avis sur un travail. Mais je dirais être capable de le lire, de comprendre le fond et surtout de donner un avis critique pertinent, c'est quand même pas donné à tout le monde. Je crois que les scientifiques sont demandeurs. Parce qu'en fait, quand on arrive à un certain niveau de, je ne vais pas dire d'excellence, mais d'expertise dans un domaine, on est demandeur de critique. Parce que la pire chose qui peut arriver à un scientifique, finalement, c'est de rester dans une erreur et de persister dans des concepts qui sont faux. Donc être corrigé, je pense que tous les scientifiques aiment être corrigés, sauf quelques cas particuliers et caractériels. Par contre, je pense que ce qui serait délétère, c'est de mettre chaque scientifique face à une multitude de critiques, un peu comme ce à quoi on assiste finalement quand on publie sur Facebook. Si vous mettez un avis sur Facebook et que vous avez 50, 100, 200, 300, 1000 personnes qui vous donnent un avis, finalement vous êtes noyé, ça vous prend des heures, des jours de tout lire, de répondre. Quelque part, c'est une manière de bloquer finalement aussi le processus scientifique. Donc je pense que ça n'a pas été fait avant, quand même pour certaines raisons. Alors je peux prendre juste un exemple spécifique, par exemple l'expérimentation animale. Donc pour des raisons philosophiques, morales, vous avez toute une série de groupes très bien organisés qui sont contre l'expérimentation animale. Quelles que soient les justifications, ils sont contre. Donc par exemple, si vous avez une très grande transparence vis-à-vis de vos travaux, que vous mettez vos travaux en ligne et que vous les faites, je dirais, juger entre guillemets par le public, il est clair que tous les travaux qui utilisent l'expérimentation animale vont voir se déchaîner tous les militants contre l'expérimentation animale. Et là, quelque part, on risque d'arriver à ce qui serait quelque part un peu la fin de la science, c'est-à-dire le fait où on jugerait, je dirais, la valeur d'un travail scientifique par référendum. La science n'est pas du tout quelque chose qui est démocratique, en fait. En principe, c'est pas l'adhésion du plus grand nombre à un concept qui fait que ce concept est accepté. Si on était toujours dans cette optique-là, je pense que la Terre serait toujours plate. Il n'y aurait pas eu d'évolution à ce niveau-là. Il y a toujours des platistes à l'heure actuelle. Et je pense qu'à chaque fois, un très petit nombre de gens, s'ils ont des bons arguments et qu'ils ont, je dirais, de la persévérance, arrivent à convaincre la communauté scientifique de la valeur de leurs arguments en produisant des preuves vérifiables par d'autres et ainsi de suite. Ça, c'est un processus qui a été maintenant validé depuis un certain temps en sciences, en tout cas en sciences naturelles. Si on dévie ça et qu'on va vers des référendums populaires pour décider de la valeur de chaque article scientifique, je pense que là, c'est pas forcément aller dans le bon sens. Je crois qu'il faut plus d'ouverture, plus de transparence, mais certainement pas avoir des jugements populaires sur la valeur d'une publication scientifique. D'accord, ouais, je comprends bien. Là, il nous reste à peu près un quart d'heure, 20 minutes, donc je vous propose de passer aux questions de nos téléspectateurs. J'en ai une, ça serait plutôt pour Eric encore. Est-ce que le vaccin est la solution idéale contre le Covid-19? Ne faudrait-il pas privilégier la recherche de médicaments probablement plus efficaces que le vaccin? Alors, c'est une très bonne question au sens où si le virus n'est pas saisonnier, c'est-à-dire qu'on n'observe pas un effondrement des infections, sachant que le virus a un R de propagation de 4, donc il est quand même très contagieux, on peut imaginer qu'en 18 mois, 2 ans, on aura une grosse partie de la population mondiale qui aura fait connaissance de manière naturelle avec le virus. Et donc, quand le vaccin sera disponible, imaginons dans 2 ans, finalement, il ne sera utilisable que pour les personnes très âgées, ou en tout cas pour une minorité finalement d'individus. Donc, effectivement, ce serait plus intéressant quelque part de disposer d'une thérapie qui pourrait être mise en œuvre dans les 3, 4, 6 mois, plutôt qu'un vaccin. Et pour que cette thérapie puisse être mise rapidement en application, globalement, pour éviter toute une série de tests cliniques, il faudrait que cette thérapie marche déjà pour d'autres agents pathogènes et qu'on fasse en fait un simple recyclage de médicaments. Ça, ce serait évidemment la solution rêvée. Donc, c'est ce qui a été en partie tenté par Raoul pour l'oxychlorine, pour certains antibiotiques. Et donc ça, on peut espérer que par rapport à tout l'arsenal disponible à l'heure actuelle,
en testant différentes approches thérapeutiques, on puisse obtenir des résultats. Je pense qu'il y en a déjà qui ont été reconnus à l'heure actuelle. Donc on progresse lentement, mais je pense qu'on peut s'attendre de ce côté-là à des choses, à des bonnes nouvelles. Merci. J'ai une autre question, là, cette fois-ci pas anonyme, mais de André Klarsfeld. Elle sera plutôt pour vous, je pense, Alexandre. Comment éviter la répétition de ce qui s'est passé lors de l'épidémie SARS-1, où de très nombreux financements ont été accordés à des recherches sur les coronavirus pour se tarir après 2 ou 3 ans à peine, obligeant les labos à abandonner brutalement cette thématique? Donc on l'a déjà un peu abordé, mais est-ce que vous avez une autre chose à nous dire? Je crois qu'Éric a très bien décrit la situation là, pour la question des financements. Il a justement pris cet exemple, hein, si je ne me trompe pas. Donc, effectivement, bah, bon, d'une manière générale, il y a une tendance politique à réduire le fonctionnement récurrent de la recherche et du coup à concentrer les financements de la recherche sur des projets spécifiques. Et ces projets spécifiques qui intéressent les institutions politiques, elles sont évidemment très liées aux situations d'urgence, à ce qui intéresse les politiques. Donc du coup, fatalement, et Eric a très bien décrit le processus, si un certain virus passe de mode parce que la crise passe, bah, les financements vont suivre exactement la même courbe. Donc effectivement, le problème à long terme que ça pose, c'est pour les équipes de recherche d'avoir une visibilité sur le temps long de ce qu'ils peuvent imaginer faire sur certains sujets qui est gêné par ce processus, ça c'est sûr. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un côté aussi fatal au fait que des sciences qui sont impliquées de manière quasi immédiate par les problèmes de société, ben, comme la médecine, alors tous ces problèmes-là vont se poser de manière particulièrement aiguë par rapport aux autres sciences. Donc, par rapport à la physique des particules, par exemple. Donc, il y a à la fois certaines sciences qui sont particulièrement sujettes à ce problème-là, et par ailleurs, les crises sanitaires, elles révèlent effectivement ce problème-là de manière aiguë, comme Eric l'a décrit. Donc, oui, donc la réponse, elle est celle-là, quoi, effectivement. Et donc, il faudrait peut-être des financements à plus long terme? Bah, bien sûr, mais d'un autre côté, ça, c'est une question de politique publique. Les politiques publiques pour de la recherche, elles ressemblent à celles de l'hôpital ou de celles des services publics en général. Donc, comment dire ça là, il s'agit de sciences politiques plutôt, et la tendance n'est pas du tout dans le monde entier, pas du tout celle-là. Eric veut dire quelque chose, je le laisse parler. Oui. Donc, juste un point qui, à mon avis, est important. Donc, il y a deux problèmes. Il y a l'enveloppe en tant que telle, qui est donnée à la recherche. Et puis, dans cette enveloppe, il y a la manière de gérer le financement en tant que tel. Donc, ce qu'on appelle la stratégie de financement de la recherche. En fait, il y a deux grands modes. Et le shift entre ces modes s'est réalisé dans les années 60 aux États-Unis et plutôt dans les années, je dirais, 90, 2000 en Europe. Donc, vous avez un type de financement où, dans les années 60, notamment dans les NIH aux États-Unis, on avait ce qu'on appelait un financement, entre guillemets, par saupoudrage, où tous les domaines de la science étaient financés, et on finançait en masse, je dirais, les recherches scientifiques en considérant que ces recherches formaient un tout cohérent. Et suite à une série de positions idéologiques, on est passé à ce qu'on appelle des stratégies de financement d'excellence en fonction, en fait, des attentes sociétales. Et donc, on a décidé de financer plus ou moins avec la même enveloppe, mais de restreindre, en fait, l'argent à certains domaines de recherche. Et donc, globalement, en fonction de l'identification de la nécessité de progresser dans tel ou tel domaine, on a commencé à focaliser le financement sur certains domaines en particulier.
Alors, il y a tout un débat en fait sur la manière dont on devrait faire évoluer le financement. Je crois que de toute façon, la progression comme dans un domaine scientifique, je vais essayer d'insister là-dessus, ça prend souvent 10-20 ans parce qu'il faut vraiment former les gens, développer des modèles expérimentaux et ainsi de suite. Donc, moi, personnellement, je trouve que le financement en fonction des besoins sociétaux qui se redéfinissent pratiquement tous les 5 ans, c'est très délétère pour la recherche sur le long terme, parce qu'effectivement, ça permet à des équipes de se développer, des expertises de se former, et ensuite, souvent, on a un effondrement de ces équipes, et on a une perte quelque part d'un matériel à la fois humain et expérimental qui est mis au rencard au profit d'autres thématiques qui sont plus à la mode. Alors qu'en fait, de mon point de vue, presque toutes les thématiques interagissent ensemble. Si on progresse dans un domaine, c'est souvent par rapport aux progrès qui ont été faits dans d'autres domaines qui, eux, ne sont pas forcément sous les feux, je dirais, de l'actualité. Donc, à mon sens, si on voulait mieux faire face aux prochaines crises, je pense qu'il faudrait revenir à un financement pas forcément plus important en masse, mais peut-être changer la logique interne du financement de la recherche et revenir à un financement plus large de tous les domaines de la recherche, sachant que ces domaines interagissent les uns avec les autres. Alors moi, c'est mon point de vue sur la question. D'accord. J'ai une question beaucoup plus... Pardon, allez-y, Alexandre. Juste pour préciser, puisque Eric remet les choses dans leur contexte historique, la transition dont il parle, c'est tout simplement la transition vers une politique néolibérale de Reagan et de Thatcher. Et donc, du coup, ça correspond aussi, pour rajouter quelque chose, cette transformation a correspondu à encourager la recherche à gagner de l'argent, c'est-à-dire à créer, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneurship science, particulièrement dans les sciences de la vie, à créer des entreprises, à se mettre dans une situation de business, en fait, pour ne plus dépendre d'un fonctionnement de financement planifié et dépendant de l'État. Je voulais juste rajouter ça. D'accord, merci beaucoup. Moi, j'avais une question beaucoup plus précise pour revenir sur le Covid-19 de Marc-André Flignot. C'est pour vous, Eric. Disposons-nous de données concernant l'immunité croisée entre les différents virus de la famille des corona? Cette immunité croisée pourrait-elle expliquer au moins partiellement certaines formes asymptomatiques du Covid-19? Ou bien pouvons-nous écarter cette hypothèse en raison de la trop faible immunité induite par ces virus? À ma connaissance, on n'a en fait pas grand-chose comme données là-dessus. Je sais que c'est un sujet qui est beaucoup étudié. J'ai pas spécifiquement fait la bibliographie, mais avec des recherches, je dirais un peu superficielles, je ne suis pas tombé là-dessus. Par contre, ce qui est connu et qui est très intéressant pour l'avenir en termes de thérapeutique, c'est qu'on a observé que certains vaccins vivants atténués, des anciens vaccins comme par exemple le vaccin BCG contre la tuberculose, pourraient avoir un impact de manière entre guillemets croisée pour la protection pour le Covid-19. Donc ça c'est une thématique générale. On sait que les vaccins vivants atténués et les infections en général induisent ce qu'on appelle de la training immunity. Donc c'est une espèce de... je ne sais pas comment dire ça de manière simple, mais c'est presque l'équivalent, je dirais, d'une pratique sportive pour le système immunitaire. On a un effet d'entraînement. En fait, on réagit à une infection et le système immunitaire, quelque part, dispose ensuite d'un état d'activation qui lui permet de mieux faire face à de nouvelles infections, quel que soit, je dirais, le type d'infection en tant que tel. Donc, on a observé ce type d'immunité croisée entre virus, bactéries, appartenant à différents types. Et donc, actuellement, il y a pas mal d'études cliniques qui ont été lancées pour tester si la vaccination contre par exemple, le BCG, qui est un vaccin qui est très bien connu, qui a été donné à plusieurs milliards d'individus, donc on a un recul phénoménal de pratiquement un siècle par rapport à ce vaccin. On sait que son innocuité est quasi totale. Pour tester si ce vaccin pourrait, par exemple, diminuer les formes extrêmes, les formes les plus délétères du Covid-19. Ça, je sais par exemple que c'est quelque chose qui est à l'étude et qui est très prometteur parce que là, le vaccin BCG est déjà disponible. Il peut être produit très rapidement en masse. Il pourrait être administré sans passer par toute une série de tests cliniques, donc dans un délai relativement court. Mais par contre, désolé, spécifiquement pour la question des immunités croisées entre les différents coronavirus, je n'ai rien en tête. D'accord, merci. Une autre question
assez... pardon. Une autre question qui est assez précise aussi, qui nous vient de Fatima Ouali. L'intelligence artificielle permet-elle de réduire le temps de la recherche? Alors, je ne sais pas si l'un ou l'autre sur réduire, par exemple, des temps d'analyse. Donc, on utilise de plus en plus d'algorithmes en fait pour analyser les données. Donc, par exemple, en biologie, on utilise de plus en plus, par exemple, des méthodes de séquençage de masse ou d'analyse, par exemple, en ARN, où on va collecter des très très grandes quantités de données. Donc, données qui ne sont plus analysables, je dirais, à la main, simplement en regardant les données. Donc, pour ces analyses de données, c'est clair qu'à l'heure actuelle, les algorithmes, je parlerai plus d'algorithmes plutôt que d'intelligence artificielle, sont très, très, très utilisés. Et donc, ça représente un filtre qui devient indispensable, en fait, pour analyser les données. Maintenant, pour l'intelligence artificielle en tant que telle, dans mon domaine en particulier, je n'ai pas vraiment d'exemple en tête. Je ne sais pas si Alexandre a vu quelque chose. Bah, disons, l'intelligence artificielle, c'est un domaine scientifique en soi, et étant donné ce qu'est l'ordinateur, c'est un domaine scientifique qui accélère et qui va très vite et qui change très vite, ça c'est certain. Maintenant, son influence sur d'autres domaines scientifiques, elle est variable selon la réceptivité du domaine à des nouvelles techniques, quoi. De la même manière que l'adoption d'un instrument dans un certain domaine scientifique dépend de tas de facteurs scientifiques, mais aussi sociaux et économiques. Donc, du coup, si moi je vois l'intelligence artificielle comme un instrument à la disposition de communautés scientifiques, c'est difficile à prédire d'une communauté scientifique à l'autre comment il va être accepté et sous quelles conditions et avec quelle attitude. Et en quoi il peut accélérer quelque chose, c'est à mon avis très variable d'un domaine scientifique à l'autre. Bon, j'imagine que là, la question, donc, elle est particulièrement dans le domaine d'Éric. Je pense que c'est quelque chose qui est encore difficile à dire aujourd'hui, et que c'est quelque chose qui peut changer assez vite selon l'intérêt que les gens... Ce qui est certain, c'est que la crise fait que l'intelligence artificielle, tout d'un coup, va s'intéresser à l'épidémiologie, par exemple. Alors qu'il y a quelques mois, elle ne s'y intéressait pas beaucoup. Et donc, voilà, il y a ce genre comment dire ça, d'interaction entre différentes communautés scientifiques. Elle est possible, elle est difficile à prévoir, mais par contre, la réponse qu'on peut faire, c'est que c'est certain qu'une crise, forcément, elle attire des domaines scientifiques vers d'autres. Oui, mais je peux peut-être juste ajouter que, en tout cas, de mon expérience d'une vingtaine d'années, ce qui est clair, c'est que ce sont les progrès techniques en matière d'outils, en matière d'analyse, qui font progresser la science aujourd'hui. Donc, par exemple, en recherche en virologie, en recherche en immunologie, nous utilisons toute une série de machines qui n'existaient pas il y a 15-20 ans et qui ont rendu possible toute une série d'analyses. Je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que je perdrai le public, mais nous sommes très dépendants des progrès qui sont réalisés dans d'autres domaines. Je vais prendre un exemple hors domaine parce qu'il est très simple, mais l'astronomie dépend des télescopes. En biologie, en immunologie, nous dépendons des modèles animaux. Donc, par exemple, je vais prendre un tout bête exemple, les manipulations génétiques des animaux que nous utilisons le plus, c'est-à-dire les souris, permettent en fait d'humaniser les souris, de reproduire toute une série de pathologies spécifiques à l'humain dans les modèles murins. Ça ne s'est développé que dans ces 10, 20, 30 dernières années. Ça n'existait pas avant. Et ça a permis des progrès qui sont considérables conceptuellement. Donc on reste totalement dépendant dans un domaine des progrès des autres domaines. C'est pour ça que j'insistais sur la nécessité d'un financement global, parce que c'est pas en noyant d'argent un petit domaine spécifique qu'on le fait progresser. En fait, il est surtout dépendant des autres domaines qui vont amener de nouvelles technologies. Et donc, de mon point de vue, un financement plus étalé, plus global, moins dépendant, je dirais, des pressions médiatiques et des pressions sociétales, à mon sens, est toujours préférable.
Justement, peut-être que dans cette période Oui. de crise, est-ce que vous avez pu voir naître d'autres collaborations? J'avais une question sur est-ce ça a fait naître des collaborations internationales entre d'autres domaines? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai eu la chance de participer à un petit brainstorming, une petite réflexion sur les stratégies de déconfinement avec un médecin et 2 économistes et un épidémiologiste qui a été très productive. On a pu publier suite à ça dans une très bonne revue. Maintenant, je pense que ce type de stratégie est valable hors crise. Maintenant, la crise en tant que telle, évidemment, stimule les gens, les amène à s'intéresser tous, entre guillemets, à un même domaine, et donc stimule évidemment les coopérations. Ces coopérations existent déjà. Par contre, ce qui manque, c'est peut-être des incitants financiers pour ce type de coopération hors crise. Il n'y a pas énormément de cadres, on parle beaucoup de la pluridisciplinarité, mais dans beaucoup de cas, en fait, ça reste quand même pas évident, je dirais, de nos jours, de monter vraiment des projets coopératifs entre des domaines d'expertise très différents. C'est encore très lourd d'arriver à se faire financer pour ce genre de choses. Ça, on pourrait vraiment améliorer les choses, je pense. D'accord, donc ce sera peut-être une des leçons à retenir de cette Oui, crise. Si on peut prouver, vous en oui, tant que c'est clair. scientifique, vous pouvez prouver cette importance-là envers le politique, peut-être que ça pourra évoluer aussi. Oui, le problème, c'est que ce sont des concepts qui sont avérés depuis les années 70-80. Si on prend par exemple Ouais. Edgar Morin, en sociologie, il parlait déjà de cette importance de la pluridisciplinarité dans les années 80. C'était déjà bien établi. 40 ans plus tard, on est toujours en train de redécouvrir le fil à couper le beurre et de pousser à plus de coopération et de financement large. Bon, à ce niveau-là, c'est une redécouverte permanente. C'est parfois un peu attristant de revenir sur les fondamentaux à chaque crise. Mais bon, on Ouais. peut espérer que ça persistera sur le long terme. J'ai une autre Et question juste là Pardon, allez-y. pardon, je voulais juste te dire, puisque Eric parle de l'exemple historique des astronomes et des télescopes, les astronomes dépendent non seulement des télescopes, mais ils ont dépendu du travail du verre, en fait, du polissage du verre, et c'est ça qui a fait que pour qu'un instrument soit adopté par une communauté ou une technique comme l'intelligence artificielle, il faut qu'il y ait quelque chose il faut qu'il y ait un instrument à un moment qui ait l'idée de s'intéresser au travail des lentilles et de se dire, mais en fait, il y a quelque chose ici qui est en train de changer. Et donc, puisque c'est un lien avec l'interdisciplinarité aussi, c'est que les communautés scientifiques, elles sont organisées en communautés qui sont, par définition, des façons différentes de faire de la science, donc qui ont du mal à communiquer entre elles. Donc, l'adoption d'un instrument, l'adoption d'une technique, Mhm. c'est quelque chose qui a toujours besoin ça peut être économique et ça peut être des carrières personnelles qui font des ponts entre des techniques qui a priori rien à voir. Je peux juste ajouter un très très bel exemple. Moi, je trouve que c'est le plus beau pour expliquer la pluridisciplinarité. Pourquoi est-ce qu'on a des vaccins à l'heure actuelle? En fait, on a des vaccins parce qu'on a développé une science qui s'appelle la microbiologie, qui a identifié les microbes comme étant la source des maladies infectieuses. Et pourquoi est-ce qu'on a eu la microbiologie? Parce qu'on a eu les microscopes. Donc, ce sont les progrès dans l'optique qui ont permis le développement de la microbiologie. C'est la microbiologie qui, en identifiant les microbes comme source d'infection, ont permis le développement de la vaccinologie. Parce que bon, Pasteur, qui a fait ces vaccins, il était microbiologiste à la base. Et donc, ça, c'est un exemple, je trouve, qui est flagrant. Pourquoi est-ce qu'on a une industrie aujourd'hui du vaccin? Parce que des gens ont travaillé l'optique, je crois, vers le 15e ou le 16e siècle. Donc, la pluridisciplinarité, dans les faits, on a de multiples exemples. Elle est absolument indispensable aux progressions dans un domaine. Donc, quand on parle d'innovation de rupture ou bien d'innovation incrémentielle. La plupart des innovations de rupture, donc des grands sauts conceptuels, sont systématiquement venus parce qu'en fait, on avait eu des transferts de connaissances entre des domaines qui sont très éloignés. Donc ça, pour moi, c'est clairement une des solutions aux crises. Pour développer le savoir plus rapidement, il faut absolument qu'il y ait des ponts entre les différents champs du savoir. Ça, c'est clairement une solution, je dirais, pour mieux progresser et plus vite. Merci. D'ailleurs, j'avais une question en tout début de conférence sur, là on parle d'interdisciplinarité entre scientifiques,
Mais quel est le rôle des gens qui ne sont pas forcément chercheurs dans les laboratoires, dans la société civile, qui peuvent aussi aider la recherche et la connaissance? Peut-être Alexandre, si vous voulez. Là, vous parlez des non-experts? Oui, c'est-à-dire, ou plus généralement, ceux qui n'ont pas le statut de chercheur, mais on peut penser à aux ingénieurs, aux techniciens, au personnel administratif dans les laboratoires, etc. D'accord. Donc, là, il me semble que Eric a tout à l'heure indiqué quelque chose. Donc, moi, je ne connaissais pas à propos de la Belgique, où il disait qu'il y avait dans les laboratoires pas beaucoup de personnel technicien. C'est bien ça ce que vous disiez, Eric? Oui, tout à fait. Donc, c'est très différent en Belgique des États-Unis ou notamment de la France, où il y a un staff généralement de techniciens qui est assez conséquent. En France, beaucoup d'équipes de recherche, c'est un PI, donc un principal investigator, nommé avec plusieurs techniciens, ingénieurs et parfois un ou deux étudiants. En Belgique, c'est tout à fait l'inverse. On a souvent 5-10 étudiants pour un PI et parfois un technicien. Donc les ratios sont tout à fait différents. Mais je tiens à préciser que tout le personnel, je dirais, administratif, les techniciens, sont indispensables au travail de recherche. Parce que, par exemple, les techniciens restent dans les laboratoires, ils restent sur le temps long, 10 ans, 20 ans, et donc ils permettent la transmission des techniques manuelles d'un chercheur à l'autre. Les étudiants restent 3 ans, je pense, pour une thèse en France, 4 ans en Belgique, mais ils disparaissent, entre guillemets, très vite. Et s'ils ne peuvent pas transmettre leur technique à quelqu'un, je dirais, ces techniques disparaissent. Donc, tous les non-chercheurs qui ont un rôle, par exemple, technique, sont absolument cruciaux dans les laboratoires pour la pérennité, je dirais, des techniques et le processus de recherche en tant que tel. Oui, et l'absence de techniciens, elle implique aussi donc que les ouvriers de la recherche deviennent des étudiants, ce qui pose le problème déjà de leur situation à eux, mais aussi et surtout, enfin pas surtout, mais aussi, comme dit Eric, la pérennisation du travail en fait, et que donc ça se voit aussi dans les domaines de recherche qui consistent à créer des logiciels. La programmation est faite par des étudiants plutôt que par des professionnels, puisque des professionnels, les labos en manquent, et que du coup, on transforme l'étudiant en un ouvrier, et ce qui est un problème pour sa future carrière par ailleurs, mais qui est aussi un problème pour la pérennisation du travail de programmation. Et dans le domaine moi, dont je suis le spécialiste, le problème, c'est que du coup, et c'est très très lié à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la transformation de la science dans les années 80 en sciences entrepreneuriales, c'est que la situation pour s'en sortir, c'est que et que c'est un problème, c'est un lien avec la science ouverte, c'est que du coup, les équipes de recherche considèrent que la seule façon de s'en sortir est de vendre le logiciel pour pouvoir payer une infrastructure de développement qu'ils n'ont pas par ailleurs, et que du coup, des logiciels scientifiques sont propriétaires au lieu d'être ouverts et en accès libre, et donc avec tous les problèmes que ça pose au point de vue. Mais qu'est-ce que c'est qu'un logiciel propriétaire au point de vue de sa transparence, de savoir ce qu'il fait exactement, et donc plein de problèmes épistémiques, et que du coup, c'est aussi un problème de structure du travail, de la division du travail dans les labos. Vas-y. Oui, donc je vais rebondir là-dessus. Donc, une des spécificités de l'université par rapport aux autres écoles, c'est surtout le fait qu'en principe, l'université est censée mixer enseignement et recherche. Donc, pour moi, je ne pense pas du tout qu'il faille critiquer le fait que les étudiants seraient, entre guillemets, des ouvriers. Je pense qu'il y a une étape, je dirais, dans le développement du scientifique où le scientifique doit être un technicien, doit être un ouvrier. Et je ne pense pas qu'un scientifique puisse encadrer un technicien s'il n'est pas capable de faire le travail du technicien en tant que tel, ou en tout cas s'il ne l'a pas fait à une certaine période de sa vie. Donc ça, personnellement, c'est pas quelque chose que je critiquerais ou que je verrais comme négatif. Par exemple, tous mes étudiants, à moi, s'occupent du travail d'animalerie.
Parce que j'estime que, éthiquement, en s'occupant des animaux, ils n'ont pas tendance à considérer l'animal comme une simple pièce en plastique qu'on peut acheter et vendre et commander. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, ce qui devient délétère, c'est quand on n'a plus que des étudiants. Et donc on n'a plus accès dans un laboratoire du tout à des techniciens, qu'on n'a plus accès à des postdocs expérimentés. Je pense que s'il y a un écosystème avec des experts en manipulation qui sont des postdocs, des techniciens, et qu'on a des gens en formation qui vont apporter du sang neuf, qui vont apprendre, tout fonctionne très bien. Effectivement, la tendance un peu entrepreneuriale qui se développe ces dernières années, où on va essayer de réduire les coûts, va effectivement pousser certains laboratoires à ne travailler pratiquement plus exclusivement qu'avec finalement des étudiants, parce que ça coûte moins cher de payer un étudiant en thèse que de payer un postdoc. C'est quasiment du simple au double. Donc on peut avoir 2 étudiants pour le prix d'un postdoc. Par contre, c'est clair qu'en termes de rentabilité, d'efficience de la science, ne travailler qu'avec des étudiants, ça peut poser effectivement des problèmes. Donc je crois qu'il faut avoir une position sensée par rapport à ces problèmes-là. Il ne faut pas considérer qu'il y a des tâches qui sont plus basses que d'autres. Je pense qu'il y a un bon mélange et une des choses, je pense, les plus attractives, en tout cas en sciences du vivant, en recherche, c'est le fait qu'on a un mix de toute une série de compétences. Un chercheur, en principe, doit pouvoir faire de la paillasse, il doit pouvoir faire de la recherche active où il manipule, il doit également avoir une partie conceptuelle, une partie de rédaction, une partie d'enseignement, une partie de présentation de ces données, de défense de ces données. Je pense que tout ça fait en sorte qu'on a une science qui est de bonne qualité. Le problème, je pense, c'est quand on commence à spécialiser. Par exemple, il y a une tendance à l'heure actuelle à dire les bons chercheurs ne doivent plus enseigner parce que c'est une perte de temps. Ils perdent du temps et donc finalement ils publient moins, donc ça devient des moins bons chercheurs. C'est stupide parce qu'en enseignant, si vous êtes un bon chercheur, vous enseignez, vous donnez le goût de la recherche aux étudiants, vous préparez les prochaines générations de chercheurs. Si vous mettez uniquement les mauvais chercheurs entre guillemets pour enseigner, bah, vous donnez pas forcément aux prochaines générations une bonne idée de ce qu'est la science et vous ne lancez pas entre guillemets la machine. Donc quelque part, ce qui est plus à critiquer dans le modèle entrepreneurial de la science, c'est le côté court-termiste, à mon sens. Il y a beaucoup à dire, je dirais, sur cette problématique. Justement, j'ai une question de Jackie, je pense, qui est pour tous les deux. Elle est la suivante. Pensez-vous que cette crise va faire naître une nouvelle génération de chercheurs et chercheuses? On peut l'espérer. Maintenant, moi j'ai vu personnellement beaucoup d'étudiants commencer à se passionner pour le sujet, où j'ai vu des étudiants, par exemple, s'impliquer dans les tests de détection du Covid-19 qui sont réalisés dans les universités. Donc ça stimule, je pense, certaines... Ouais, peut-être ça, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé dans votre laboratoire, les plus jeunes, comment ils ont vécu cette situation. Il y a eu une émulation particulière, une frénésie, je ne sais pas. Donc il faut savoir, pour mettre le contexte, que la capacité de test dans les cliniques, les laboratoires spécialisés a très vite été débordée en Belgique. Donc on a fait appel aux universités et plusieurs laboratoires qui avaient les compétences ont réussi à mettre au point des procédures de test, je dirais fait maison, en utilisant des vieilles techniques pour réaliser les RT-PCR en local. Et donc, sur cette base-là, il a fallu essayer de trouver un maximum de personnel pour réaliser dans les universités ces tests. Alors, la première limitation, c'est qu'effectivement, il faut déjà des compétences pour réaliser ces tests, même s'ils sont basiques. Donc, tous les étudiants ne pouvaient pas y participer. Donc, il y a juste les étudiants qui avaient déjà des compétences en RT-PCR, en manipulation d'échantillons biologiques, qui ont pu y participer. Et donc, dans ceux, effectivement, qui avaient les compétences, je crois qu'une grande majorité d'entre eux se sont portés volontaires et étaient enthousiastes pour se lancer dans ces tests et participer à l'effort commun. Ça, c'est clair. Mais je dirais, je ne pense pas que ça puisse impacter tous les étudiants d'université ou que tous, par exemple, puissent y participer. C'est quand même très ponctuel. Si je prends l'université de Namur où j'étais ou l'ULB, il y a quelques dizaines d'étudiants qui ont participé, je pense, à l'effort par rapport à des centaines de milliers ou des milliers d'étudiants. Donc, ça reste relativement ponctuel, même si c'est un exemple qui suscite une certaine émulation entre les étudiants. Donc, je ne sais pas si on va vraiment insister à l'éclosion d'une nouvelle génération de chercheurs. Je pense que les gens ont un peu la mémoire courte. Souvent, on a une crise, tout le monde se focalise dessus.
et plus personne n'en parle. Il y a beaucoup d'exemples historiques, ça je pense qu'Alexandre a une mine d'exemples sous la main, où les sociétés ont été confrontées à des crises majeures, et quelques années après, plus personne ne se souvenait finalement de ça. Oui, c'est en effet la question de Fabrice là que j'ai sur le fil. Alors, on l'a déjà un peu évoqué, mais en une phrase peut-être, Alexandre, comment comparer cette crise par rapport aux autres épidémies du passé? Peut-être un ou deux exemples. Alors là, pour ce qui est de comparer aux épidémies passées, moi, ça sort de mon domaine de compétence, parce que je ne suis pas historien des épidémies. Hein. Peut-être qu'Éric, lui, par contre, peut en savoir plus. Mais pour dire un tout petit truc de plus à propos de la question précédente, il y a une catégorie de population que la crise a amené à s'intéresser au sujet et qui peut ne pas forcément, bon, difficile à prévoir évidemment, mais qui peut ne pas forcément s'évaporer une fois que la crise est passée, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Enfin, j'essaie de ne pas porter de jugement positif ou négatif, mais d'observer des tendances. C'est que tout à l'heure, on parlait de la publication de Raoult et comment elle était critiquée. Elle était critiquée aussi par la possibilité dite de la réanalyse. C'est-à-dire, c'est un peu un lien avec la question sur l'intelligence artificielle, c'est que des gens qui n'ont pas forcément de compétences scientifiques, donc de ce point de vue, comme disait Eric, ils sont pas forcément, comment dire ça, la légitimité pour pouvoir critiquer un travail scientifique, mais n'empêche qu'ils ont une façon de procéder qui consiste à prendre les données, faire d'autres calculs que ce que celui qui a fait la publication avait prévu, et le mettre sur la table. Et c'est quelque chose qui est favorisé par des nouvelles structures. Et ça ne veut pas dire que c'est forcément une bonne chose, ça ne veut pas dire que c'est forcément une avancée pour la science, mais que du coup, ça donne une possibilité d'expression. Tout simplement bon, il y a un côté hacker, si vous voulez, là-dedans. Je prends des données et je les réanalyse à ma façon. Ensuite, puisque c'est faisable, du coup, n'importe qui peut le faire. Ce n'importe qui, ça veut dire que ce n'est pas forcément pertinent scientifiquement, mais n'empêche que ça peut accrocher une certaine catégorie de population et donc une certaine façon de retravailler une étude scientifique. Elle ne sera pas forcément valide, elle ne sera pas forcément légitime, elle n'aura pas forcément les moyens d'être reconnue, mais il y a une possibilité de s'exprimer par un certain outil. Ouais. Si je reviens sur la question de la comparaison avec les crises et de la manière dont celle-ci pourrait marquer, bon, évidemment, nous ne vivons pas dans le même monde médiatique que dans les années 70 ou les années 20. Maintenant, en termes d'impact de cette crise-ci, alors évidemment, je ne veux absolument pas banaliser les 300 000 morts, mais le décompte n'est évidemment pas fait, on n'est pas au bout de cette épidémie, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais à l'heure actuelle, on est toujours dans la fourchette de la mortalité liée à des épidémies de grippe saisonnière. Les épidémies de grippe saisonnière font entre 150 et 500 000 morts par an. Donc si on est à 350, qu'on atteint les 500 000, même qu'on les dépasse, on ne sort pas véritablement de cette fourchette. Si je prends par exemple la dernière grande pandémie de grippe qui a bien impacté, donc c'est la grippe de Hong Kong en 68, on a eu 1 million de morts. Plus personne ne parle globalement de cette épidémie, il y a eu toute une série d'articles pour la remettre un peu au bout du jour, mais je suis immunologiste, je pense que je me suis intéressé aux épidémies, j'avoue que j'avais complètement oublié moi-même cette épidémie, c'était juste, bon, pourtant, je suis né 1 an après, quelque part, on aurait pu m'en parler, mais ça n'a vraiment pas impacté énormément, je dirais, les générations. Et la fameuse grippe espagnole, oui, on en parle beaucoup. Elle a fait entre 20 et 50 millions de morts, donc ça a quand même eu un impact majeur. Mais quelque part, c'est plus un épouvantail qu'une source vraiment d'inspiration, parce que
Je dirais, ça a motivé notamment le développement de l'OMS, il faut le savoir. Cette structure-là est née notamment grâce à la grippe espagnole. Donc là, c'est un gros plus en termes d'organisation pour lutter contre les épidémies au niveau global. Donc on peut espérer que le coronavirus motivera au développement de meilleures structures, mais je ne pense pas qu'on est déjà à l'heure actuelle dans un cas où en termes de mortalité, on ait un impact qui peut-être restera une décennie dans les mémoires. De mon point de vue, il y a de fortes chances qu'on ait à subir prochainement d'autres crises qui malheureusement pourraient être nettement pires que celle-là. Donc je ne serais quand même pas trop optimiste pour dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19. Je pense qu'on va certainement s'en souvenir, mais de là à dire que ça va révolutionner les choses, à la fois dans la pratique de la science, du financement ou autre, pour le moment, je ne suis pas certain. On est dedans, je pense qu'on a le nez dans le guidon, mais il est très possible, à mon sens, qu'on passera, entre guillemets, à autre chose sous peu. Oui, je comprends. Là, on est en train d'arriver au terme de cette conférence. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Peut-être moi, j'en ai une dernière justement sur la place de la controverse scientifique dans cette crise, puisqu'en fait, beaucoup de personnes, que ce soit le grand public, les politiques, se sont plaints de ne pas avoir de réponse franche et définitive à leurs questions par les scientifiques. Pourtant, c'est quand même voilà, c'est difficile pour un chercheur de donner une réponse politique à une crise. Oui, je peux peut-être donner un élément de réponse et Alexandre compléter. Donc, si je prends le point de vue épistémiologique sur la connaissance, on sait que toutes les théories scientifiques ont été invalidées à un moment ou à un autre. Donc il y a ce qu'on appelle l'induction pessimiste en philosophie, c'est le fait que puisque toutes les vieilles théories scientifiques étaient fausses, globalement on devrait partir du principe que toutes les théories scientifiques actuelles sont fausses également et seront forcément remplacées par d'autres théories. Alors il y a les gens qui sont d'avis qu'en fait on progresse dans la vérité et qu'on va vers un progrès scientifique. Bon, il y a d'autres personnes, les relativistes, qui considèrent que le remplacement des théories est presque aléatoire. Mais de toujours est-il qu'en sciences du vivant, je pense qu'on est dans l'idée qu'on progresse, mais ce à quoi je veux en venir, c'est que pratiquement tous les scientifiques, s'ils réfléchissent entre guillemets un peu dans une perspective historique, sont bien conscients qu'en science, on ne produit pas des certitudes. Je dirais le dogmatisme est exclu à l'heure actuelle, en tout cas en sciences naturelles. La controverse, elle est bien accueillie en général quand ce n'est pas une controverse médiatique gratuite. Et donc, je crois que tous les scientifiques sont à peu près d'accord pour dire que leur job, ce n'est pas de donner des certitudes aux politiques. C'est donner des champs de probabilité, de donner des tendances, d'essayer d'éclairer une situation, par exemple, en expliquant la causalité. Donc, par exemple, pour le Covid-19, ce qui est clair, ce que les scientifiques peuvent affirmer, c'est que l'émergence de ce type d'épidémie est, par exemple, favorisée par l'invasion des écosystèmes, par leur destruction, par le commerce des animaux sauvages. Ça, c'est de la causalité. On sait que ça favorise l'émergence de ce type d'agents pathogènes. La dissémination massive, on sait que c'est l'intensité du trafic aérien et le fait qu'il ne soit pas du tout régulé. Ça, on peut le dire avec certitude. Maintenant, on peut aussi affirmer avec une quasi-certitude qu'on va avoir l'émergence de nouvelles épidémies dans l'avenir. Maintenant, identifier avec certitude ce que sera cette épidémie, comment il faudra y faire face, là, on entre, je dirais, dans un champ d'incertitude qui est croissant. Mais, je dirais, en tout cas, je ne pense pas que ce soit aux scientifiques à apporter des certitudes en matière de décision au niveau des gouvernements. Par exemple, dans le domaine climatique, c'est la même chose. Au fil des années, on a amélioré, je dirais, les modèles, on a augmenté la prédictivité, on ne veut pas entrer dans le débat, mais on ne produira jamais de certitude. Et je pense que c'est le politique qui doit apprendre à travailler avec des scientifiques qui leur donnent, entre guillemets, des approximations et des tendances. Il y aura toujours, je dirais, un conflit de genre si le gouvernement attend des certitudes des scientifiques, parce que dans la majorité des cas, les scientifiques ne produiront pas des certitudes. On produit, nous, des questions, des incertitudes, on produit des tendances, mais certainement pas des dogmes et des certitudes. Ça, je dirais, il y aura toujours un problème de communication à ce niveau-là, mais je pense que ça, on pourrait le résoudre en améliorant la communication, notamment entre les différents champs du savoir. Par exemple,
une chose, mais Alexandre, je pense, va développer, la majorité de nos communicants en politique viennent des sciences humaines. Alors que la majorité, je dirais, des gens qui sont formés en ce qu'on appelle les scientifiques sont en fait des gens issus de ce qu'on appelle les sciences naturelles. Je ne vais pas entrer dans le débat, mais il y a des épistémiologies dominantes très différentes. La manière de voir le savoir et la manière de le construire est très différente dans ces différentes facultés. Je pense que pour améliorer la communication entre la gouvernance et les scientifiques, ça partirait notamment d'échanges déjà à la base au niveau des étudiants et d'avoir des gens qui, par exemple, font Sciences Po et qui n'entendent jamais finalement parler d'écologie, jamais parler de méthode scientifique au sens méthode sciences naturelles. Effectivement, ça ne les prédispose pas à avoir une bonne communication avec les scientifiques. Et inversement, avoir des scientifiques qui n'ont aucune compétence en philosophie, en sciences politiques, ça ne les aide pas à bien communiquer avec le politique. Donc je pense que si on veut améliorer ces choses-là, je crois que c'est crucial dans la prise de décision, il faut travailler de manière anticipative au niveau de la formation des élites scientifiques et des élites qui vont aller dans la gouvernance. Il doit y avoir plus de mixage de ce genre de savoir, sans essayer de former des scientifiques en Sciences Po, c'est pas le but, mais qui est une base pour une communication, ça ce serait important. D'accord, peut-être Alexandre pour conclure un petit peu cette conférence et cette question. Oui, bah, disons, moi, bon, sans vouloir entrer dans la division, la fracture entre deux cultures, moi je pense qu'à l'intérieur des sciences humaines et à l'intérieur des sciences naturelles, il y a de toute façon beaucoup de domaines différents, parfaitement incompatibles les uns avec les autres, et beaucoup de chocs de culture à l'intérieur même. Mais par ailleurs, pour renchérir sur ce que dit Eric, pour le problème éternel qu'il y a, c'est celui de l'image de la science, que ça soit dans une vision héroïque ou au contraire dans une vision négative de la science. Dans les deux cas, on voit la science, et quand je dis on, il y a un côté grand public, mais il y a un côté aussi institution politique, comme quelque chose qui devrait savoir et qui déçoit parce qu'elle n'apporte pas de réponse claire. Et que c'est aussi quelque chose qui a un problème de la part des scientifiques eux-mêmes, c'est que c'est pas facile de dire je ne sais pas, et qu'il y a un côté, cette image de la science, elle est je dis éternelle parce que c'est quelque chose qui revient périodiquement sur la tension entre ce que devrait être la science et les solutions que la science devrait apporter et ce qu'elle est capable de faire en pratique. Et que du coup, il y a les controverses scientifiques, ou même au-delà de la controverse scientifique, les périodes de crise, elles révèlent cette tension. C'est même classique en histoire des sciences. C'est la crise, c'est la controverse qui révèle la tension, ce que la science devrait être et ce qu'elle est. Donc, pour moi, il y a une fatalité là-dedans, de ce point de vue-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose pour améliorer. Il y a des tas de gens qui ont essayé d'avoir une meilleure compréhension entre scientifiques et reste du monde, entre différentes communautés scientifiques entre elles, entre scientifiques et politiques, et les remarques d'Éric de ce point de vue-là, ben, elles sont pertinentes. Hein, et donc, il y a un travail à faire, c'est certain, mais qu'il y a un côté, la crise, elle révélera toujours une tension de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette très très intéressante conférence. Il me reste à vous remercier tous les deux, Éric Muraille de l'Université de Bruxelles et Alexandre Roquet de l'Université de Lorraine. Un grand merci à l'AUF pour l'organisation de la conférence, et bien sûr merci aux téléspectatrices et spectateurs pour leurs excellentes questions. Je vous rappelle que la vidéo sera bientôt disponible sur YouTube si jamais vous avez raté le début ou souhaitez la regarder. Et il me reste donc encore merci à tous et à toutes.